Les rencontres Bourse Live, merci d'être avec nous sur Boursorama. Très heureux, nous sommes avec Laurent Ruirez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de Labrador. On va parler de transparence des entreprises pour les investisseurs. Présentez-nous justement peut-être d'abord Labrador en quelques mots. Labrador, c'est une entreprise que j'ai montée il y a 30 ans, seule. Et nous sommes aujourd'hui 300, présents en France, aux États-Unis, en Asie. Oui. Voilà. Et on est devenu l'entreprise absolument passionnée par essayer de faire aimer les grands groupes en dehors de leurs produits et de leurs services, les faire aimer pour ce qu'elles sont profondément. Voilà, donc on travaille sur leur transparence, on considère que ça passe par là. Et effectivement, l'idée pour vous, c'est comme ça que vous le définissez, même d'ailleurs sur votre site internet, c'est faire aimer les entreprises à travers leurs informations. Oui. Qu'est-ce que l'information finalement a de si, je vais dire, importante d'une certaine manière dans la compréhension et puis effectivement l'affection qu'on peut avoir en tant qu'investisseur ou pas d'ailleurs pour une entreprise ou particulièrement une grande entreprise? Vous êtes investisseur, vous êtes salarié, vous êtes candidat d'une entreprise. Oui. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir de l'information sur elle? D'accord, vous avez bien sûr les entretiens, etc. Mais la réalité, c'est que nous ne croyons plus, et depuis longtemps, à la communication corporate. C'est-à-dire aux très beaux documents, plein de photos. Personnellement, moi, j'y crois pas. Et j'ai l'impression que mes filles n'y croient pas non plus, encore moins que moi. Donc, la seule information fiable de l'entreprise, c'est celle qui est réglementée. Alors, c'est un peu chiant. Et donc, on essaie de la rendre la moins chiante possible. Et c'est sur cette information-là que l'on compte, l'information financière et principalement l'information extra-financière. Et vous êtes la seule entreprise au monde spécialisée dans la compréhension de cette information financière, c'est vrai ça? Oui. Oui, on a défini la transparence il y a plus de 20 ans. On a été la présenter aux régulateurs français d'abord, parce que c'est un peu une tarte à la crème, la transparence. On en parle, je sais pas, personne ne sait ce que c'était. Donc il nous fallait scientifiquement la définir, ça a été validé, et maintenant la méthodologie de la transparence est certifiée par Bureau Veritas, etc. Donc, et alors vous vous adressez principalement, même quasi exclusivement, sur les boîtes cotées. Pour quelles raisons justement? Parce que moi je suis une PME, on ne me demande rien, moi. Moi, je peux raconter à peu près ce que je veux. Moi, à part mon bilan, mais le reste, je risque rien en tant que patron de raconter 2-3 sornettes sur mon site ou sur mes documents. En revanche, une boîte cotée, elle a des risques majeurs d'information. Les comptes sont certifiés, il y a un régulateur derrière. Donc, bien entendu, il faut reconnaître aux boîtes cotées d'être probablement la partie prenante la plus transparente du monde. Plus que les journalistes, plus que les PME, plus que les politiques, parce qu'ils n'ont pas le choix. L'entreprise cotée aujourd'hui est peut-être et certainement l'un des organismes, entre guillemets, qui est le plus transparent aujourd'hui, ça vous en êtes? Clairement, j'en suis convaincu. Alors après, au sein des entreprises cotées, il y a des très très grandes différences de transparence. Mais en entreprise cotée, par définition, il y a des risques importants, des risques pénaux. Et alors justement, on va rentrer dans le détail dans quelques instants, mais peut-être d'un point de vue global, comment est-ce qu'on fait justement? Vous, votre job, c'est d'une certaine manière de remettre en image, de remettre en mots, en tout cas de défricher, de débroussailler, c'est comme ça qu'on peut dire? C'est rendre clair. C'est rendre clair. Rendre clair, ça passe par, dès que c'est possible, des illustrations. Donc on a inventé un certain nombre d'illustrations. L'avantage de l'information réglementée, c'est que tout le monde doit faire la même chose. Oui. Donc quand vous inventez une illustration pour présenter la rémunération ou le lien qu'il y a entre le board et la stratégie, vous pouvez le décliner à tous. Donc une fois que c'est fait, c'est fait. Donc il y a bien sûr donc ça c'est pas mal. Notre job à nous, c'est d'essayer d'illustrer, d'essayer de décrire clairement. Le langage clair, c'est une technique scientifique. Ça a été défini par les anglo-saxons il y a 50 ans, on l'a appliqué en France, on a un algorithme de clarté. On est capable de pouvoir vous dire le pourcentage de clarté de n'importe quel texte. Voilà, il suffit d'y appliquer, c'est un travail. Et donc les métiers dans votre entreprise, c'est quoi justement? C'est des graphistes, c'est des rédacteurs, c'est des stratégistes? Beaucoup de pédagogues. Donc on a une passion pour la pédagogie, comment essayer de rendre un sujet entre guillemets complexe le plus clair possible. Bien sûr, vous avez raison, des graphistes, des gens qui conseillent les clients, qui essayent d'analyser les nouveaux axes, les gens qui travaillent le texte, tout le langage clair. On a des purs experts du langage clair chez nous. Voilà, l'ensemble de la chaîne de production de l'information aussi. Parce que la transparence, c'est aussi la sécurité de l'information, c'est aussi l'intelligence artificielle. En bout de chaîne, il y a pas mal. Voilà, donc, là, on parle de pédagogie qui est quand même l'essentiel et surtout le point de départ, mais il y a aussi d'autres métiers qui touchent à la qualité de l'information. Alors, on va parler de la transparence et de sa définition dans un instant, mais d'abord juste un petit mot sur vos clients. Justement, aujourd'hui, c'est qui vos clients? Et j'allais dire, quels besoins est-ce qu'ils ont? Est-ce que c'est eux d'ailleurs qui viennent vous voir, qui font cette démarche proactive de venir vous voir? Certains, oui, et de plus en plus.
Oui, parce que il se trouve que on a créé les grands prix de la transparence il y a 15 ans en France, et aujourd'hui ça marche. Vraiment, ça marche. Les progrès des documents sont considérables, donc on a pas mal de groupes qui viennent nous voir sur des problématiques précises d'amélioration de leur information, ou tout simplement pour nous filer leurs documents. Ça, c'est en France. Alors, nos clients, je ne vais pas les lister, mais globalement, on a 60% des 120 premiers groupes français. On a 50 du top 100 américain. Donc, on est vraiment plutôt axé sur les très grands groupes, parce que ça vient souvent d'eux. Ça vient souvent, et c'est vrai, ils ont les moyens. Ils ont les moyens de voir l'information réglementée différemment. Voilà. Mais on se rend compte aussi aujourd'hui que des boîtes de plus petite taille viennent nous voir, et les meilleurs de la transparence ne sont plus seulement les grands groupes. Vous avez vraiment des stars de la transparence qui sont des boîtes vraiment de taille plus petite. Mais est-ce qu'ils y viennent de leur propre, on va dire, gré, ou est-ce que c'est parfois une contrainte, une pression, une demande de leurs investisseurs, de leurs actionnaires, de leurs observateurs, leurs analystes? Tout est possible, tout est possible. Vous avez vraiment différents cas de figure. On a quelques exemples de groupes dont des membres du board ont leur bonus indexé sur leur niveau de transparence aux awards. S'ils ont un prix, leur bonus monte. Ça vous situe que vraiment, aujourd'hui, pour certains groupes, ça devient important. Vous avez tout type de cas de figure. Nous ne sommes pas des juges. D'accord. Nous, donc, ça veut dire qu'on n'est pas là pour savoir si les gens veulent être... Peu importe la manière dont ils rentrent dans votre entreprise. Moi, je ne suis pas là pour juger le fait qu'ils viennent ça sincèrement ou pas. L'important, c'est qu'ils avancent en matière de transparence. Ils font en sorte que leurs investisseurs comprennent ce qu'ils racontent. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui est effectivement votre mission. Alors, donc, justement, ce sujet de la transparence, il a une définition, vous l'expliquez. L'AMF, notamment, a travaillé sur ce sujet. Et je crois que vous n'étiez pas très loin, d'ailleurs, quand vous avez travaillé, quand le sujet de la définition de la transparence a été évoqué par l'AMF. Oui, c'est-à-dire qu'en clair, l'AMF est un bon régulateur. On travaille maintenant à l'international. Je peux dire, franchement, je dis ça sans flagornerie, c'est un bon régulateur. Mais leur boulot, c'est pas la pédagogie. Bien sûr. Ils disent qu'il faut faire clair, mais ils ne le savent pas eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour ça. Et donc, on est un peu le pédagogue de la régulation. Donc, on travaille effectivement sur tout ce qui va venir comme type de régulation et d'obligation. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que l'investisseur, le lecteur, comprenne. Voilà, c'est le passage qu'il y a entre la règle. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le dernier kilomètre. La seule chose, notre vrai client, c'est pas nos grands groupes, c'est les investisseurs, les candidats, les salariés, ceux qui vont lire. Et là, il n'y a personne. Vous me demandiez tout à l'heure, sur ce point-là, il n'y a personne. Il y a énormément de conseils de grands groupes qui sont en amont de nous, sur le climat, sur la gouvernance, les rémunérations, qui sont là pour essayer de maîtriser l'information de départ. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment la rendre transparente pour le lecteur. Mais ce qui est assez, alors, je dirais pas incroyable, mais surprenant en tout cas, peut-être on ignore quand on est un investisseur non informé du sujet, c'est qu'il y a effectivement un cadre, une définition très précise d'une certaine manière de la transparence. Oui, mais il a fallu le faire. Pour être crédible, il a fallu le faire. Oui. Pour qu'il y ait des awards avec des prix qui soient légitimes, il faut le faire. C'est ça. Donc, juste en 2 mots, parce que c'est un sujet un peu complexe malgré tout, il y a 5 piliers à la transparence. D'accord ? Le premier, il faut que l'information soit accessible. Parce qu'un investisseur cherche une information. Personne ne lit l'information globalement d'une entreprise. On cherche telle ou telle information. Il faut que ce soit le plus rapidement trouvable. Deuxième pilier, qu'elle soit précise. C'est-à-dire, quand on la trouve, que ce soit clair, que ce soit didactique, que ce soit, bien sûr, conforme à la réglementation, mais complété de tout ce qu'il faut, voilà, précise. Troisième pilier, la comparabilité. Et c'est la grande particularité de notre métier, c'est qu'un investisseur va comparer l'information d'un groupe à un autre pour faire son choix. D'accord ? Donc il faut que ce soit comparable. Le quatrième, disponible. Disponible, c'est-à-dire évidemment en français et anglais, ça va de soi, mais également tous les types de formats digitaux ou print, selon les types de moyens d'usage du lecteur. Donc la disponibilité est importante. Et le dernier, qui vient de sortir, parce qu'il nous fallait l'algorithme pour le faire, c'est sur le langage, sur la clarté. La clarté du langage est clé, donc maintenant... Là, pour le coup, on peut, là aussi, le définir scientifiquement. Et dans ces 5 piliers, on a aujourd'hui en France 400 critères. Oui, des critères très précis. Très précis, ils doivent être objectifs, donc applicables de la même façon à tous, et universels, applicables à tous. Mais on a lancé un autre prix sur l'éthique et la conformité, autre grand sujet de responsabilité des entreprises, et le petit dernier qui vient d'arriver sur les reportings des fonds d'asset managers. Oui.
Il y a du boulot. Effectivement. Et votre cible, en l'occurrence là-dessus, c'est principalement ce qu'on appelle les documents d'enregistrement universel, documents de référence qu'on appelait à une époque. C'est-à-dire c'est cette espèce de référentiel dédié aux investisseurs. C'est principalement, j'allais dire, l'outil, le format, le support sur lequel vous travaillez le plus aujourd'hui. C'est un peu la Bible. La Bible. Ouais. La France a fait le choix de réunir un certain nombre d'obligations au même endroit. C'est ça. Nous, on trouve ça pertinent parce que ça permet de pouvoir d'avoir une photographie globale de l'entreprise. D'avoir une seule entrée d'une certaine manière. Mais on analyse aussi les brochures d'Assemblée Générale, qui sont des documents plutôt pour les actionnaires individuels, mais il y a aussi des informations spécifiques dans ce document-là. On analyse les sites internet, on analyse, et bien sûr maintenant les chartes éthiques, on analyse les reportings de fonds. Voilà. On prend des documents ou des parties d'informations et on prend une expertise avec des critères correspondant à cette... Et parmi les 5 piliers que vous venez de citer, lequel aujourd'hui finalement, sur lequel aujourd'hui encore on voit que ça traîne un peu ou que c'est un peu plus compliqué? Est-ce que c'est le sujet de la clarté du langage qui parfois, on sait qu'on peut faire des formulations un peu alambiquées pour faire passer des idées? C'est quoi le sujet sur lequel ça pêche encore un peu? Il y en a 2. L'accessibilité, c'est quasiment réglé. Parce qu'on a tellement... Oui. Parce que là, pour le coup, ils n'ont plus le choix. Et puis un bon moteur de recherche, en général, fait le travail. Et aussi, le langage est clair. Si par hasard, si vous écrivez avec des phrases alambiquées, si vous employez des synonymes, vous faites une recherche, vous n'aurez qu'une partie de la réponse. D'accord ? Donc le travail du langage clair est déterminant pour la recherche. Également sur la recherche du document. Bien sûr que oui, c'est clair, vous le prouvez tout de suite. Donc il est très important d'écrire de façon claire. C'est la seule façon au robot de pouvoir accéder à l'information. Et demain, l'intelligence artificielle, parce qu'on travaille énormément dessus, vous donnera des résultats très différents, que vous soyez clair ou pas clair. Donc ça, c'est véritablement un enjeu fort. Et puis celui qui ne cessera jamais, c'est la précision. Parce que simplement la précision de l'information va s'adapter aux nouvelles régulations, aux nouveaux enjeux. L'enjeu climatique est un enjeu qui va peut-être prendre 10 ans pour avoir une information mature. On travaille sur l'anticipation du comportement des groupes sur la transition énergétique. Donc ça, c'est effectivement les 2 sujets sur lesquels on peut faire encore un peu mieux, ou en tout cas on voit que ça traîne peut-être un peu des pieds. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est qu'au vu des niveaux d'exigence finalement qu'on a aujourd'hui, une boîte qui n'est encore pas tout à fait claire, elle le fait un peu exprès quand même. Oui, pas clair, bien sûr. Ça fait 15 ans que les prix existent, les critères sont connus parce qu'ils sont publics. Oui. Donc, tout le monde les a, c'est notre mission. Nous, on est en mission, c'est-à-dire que notre entreprise, évidemment, à but lucratif. Pour autant, on a vraiment une démarche où tous nos concurrents peuvent récupérer des critères qu'on a mis 6 mois à préparer. Ils sont publics, d'accord ? Donc, par conséquent, un groupe qui ne veut pas les appliquer, soit il n'y parvient pas, ce qui peut se comprendre aussi, pour toutes sortes, parce qu'ils ont des difficultés, il y a des critères un poil pointus à prendre, soit parce qu'ils ne veulent pas. Oui. Simplement. Donc oui, aujourd'hui, celui qui n'est pas transparent, c'est par choix. C'est par choix. Et quel est l'intérêt aujourd'hui pour une société de ne pas être transparent ou de ne pas faire des efforts en faveur de la transparence, justement? Alors, il faut reconnaître que faire clair, illustrer un texte de 3 pages, ça demande un peu de boulot. Bien sûr. Ça demande un investissement, souvent de venir nous voir pour travailler dessus. C'est pas si facile. C'est un peu plus simple d'envoyer du texte, pas clair, conforme, en se disant, de toute façon, c'est conforme, on ne va pas m'engueuler. Oui, sauf qu'il y a un travail, il y a une démarche quand même active. C'est le supplément de volonté. Il y a une démarche active de faire clair. Donc c'est vrai qu'il y a ça. Bien souvent, les gens ne sont pas transparents parce qu'ils n'y pensent pas, ils ne savent pas comment faire. Ce n'est pas forcément parce que derrière cela, il y a un dessein quelconque. En revanche, pour bien comprendre la transparence, il faut voir ce qui n'est pas transparent. Alors là, on est des grands spécialistes de savoir comment on peut camoufler une information. Donc là, on s'amuse à ça. Donc je viens d'écrire un petit essai qui s'appelle « L'information veut être libre ». Je le recommande, c'est vraiment très modeste. Mais en revanche, j'ai notamment parlé... Parce que ça me paraissait plus facile d'expliquer la transparence parce qu'elle n'est pas. Parce qu'elle n'est pas que parce qu'elle... Donc, si vous voulez ne pas être transparent, vous faites du bruit. Vous mettez une information et vous mettez autour du texte en pagaille. Bonne chance pour la trouver. Et puis de toute façon, ça va être, quand vous l'aurez trouvée, vous ne saurez pas que c'est vraiment la bonne information là-dedans. D'accord ? Mais elle y est. Le jargon. Bien sûr. Le jargon. Les anglicismes, les termes techniques, insupportables. Parce que c'est fini. Maintenant, il faut s'appliquer. Pensez lecteur. Le lecteur doit comprendre. Bien sûr. Le bullshit. Le bullshit, c'est toute la com corporate. Pardon, désolé pour les agences. C'est-à-dire que quand vous avez une couverture d'un document où vous avez des petits portraits de toutes les couleurs de l'espèce humaine et de tous les âges de l'espèce humaine pour faire croire que vous êtes vraiment une entreprise qui pense à tout le monde, c'est du bullshit. Prouvez-le. Prouvez-le. Les chiffres doivent le prouver, mais certainement pas une belle image. Effectivement. Et vous dites très justement qu'effectivement, il faut penser lecteur, il faut penser investisseur d'une certaine manière. En se mettant quelques instants justement à leur place,
Est-ce que le changement de paradigme et cette évolution de cette logique de clarté finalement, de ce besoin de clarté sur les informations investisseurs, est-ce qu'elle vient aussi de ces investisseurs-là ou de peut-être des renouvellements générationnels d'une certaine manière, des nouvelles attentes? Est-ce qu'on peut aussi l'attribuer à ceux qui investissent et qui ont besoin d'informations? J'imaginais pas il y a 25 ans, pour répondre, il y a 25 ans, je n'imaginais pas le succès qu'on aurait aujourd'hui. Je ne pensais pas du tout, parce qu'en choisissant la transparence à ce moment-là, c'était quand même très très en amont de ce qui se passe, mais aujourd'hui on a l'impression d'être au bon endroit, etc. Et oui, dans le comité scientifique de chacun de nos awards, vous avez que des lecteurs. Bien sûr, vous n'allez pas avoir nos clients, pas avoir des grands groupes. Donc vous avez des lecteurs qui sont investisseurs institutionnels, actionnaires salariés, les clubs d'investissement. Ceux-là sont autour de table. Donc c'est avec eux que l'on travaille les évolutions de critères. Et je vous assure que c'est absolument passionnant. Parce que eux, quand ils ont quelque chose qui leur paraît être compliqué, comment le transformer en critère? D'ailleurs, pour les investisseurs, si vous voyez des choses qui vous paraissent compliquées, contactez-nous. Nous sommes à la recherche d'améliorations permanentes. Donc, il n'y a pas un but à la transparence, c'est un chemin. Mais en tout cas, l'investisseur d'aujourd'hui, de 2023, il n'a plus les mêmes exigences, ou un peu plus en tout cas en matière de clarté sur l'information que l'investisseur de 2008 ou de 98. C'est vraiment en train de changer. C'est vraiment, la bascule se fait actuellement. Alors, on le voit tous les jours. Mais ça, c'est lié à quoi? C'est purement générationnel ou est-ce que c'est l'environnement finalement qui évolue? Les deux. Vous avez un environnement quand même majeur où la responsabilité des entreprises est sur la durabilité. Maintenant, personne ne peut se dire mais je m'en fiche de ma gouvernance, mes chiffres sont bons. Désolé, non. La transition énergétique, toute la partie environnementale, tout le monde sait que c'est un enjeu structurel, le business model des entreprises. Donc il va falloir l'expliquer quand même. Donc, ça, et puis, les générations actuelles vont très vite. Ils ne lisent plus, il faut que leur information, ils la comprennent très rapidement. Ça, c'est générationnel. Par conséquent, il faut vraiment faire de la pédagogie. Il faut véritablement que les gens puissent trouver leur information, qu'elle leur paraisse claire immédiatement. Alors, on va parler justement d'extra-financier dans un instant, parce que ça fait partie de vos enjeux pour les prochaines années, en l'occurrence. Mais justement, une petite partie, une question ou deux sur le conseil. Moi, justement, je suis investisseur, j'hésite à acheter les actions d'une société plutôt qu'une autre. Qu'est-ce que vous me conseillez pour m'aider à m'y retrouver? Par quoi je commence finalement? Écoutez, moi je vous dirais sincèrement, aller chercher l'information, donc justement dans les URD, ce qui s'appelait les documents de référence avant, c'est la Bible. Vous êtes certain que cette information-là est fiable. Si par hasard, à un moment donné, vous cherchez une information et vous devez relire une phrase 2 fois, ayez des doutes. Si vous voyez chez l'un une illustration de la rémunération, une illustration, chez l'autre, il ne le fait pas, il n'y a que du texte et il y a un doute. Voilà, en clair, et puis regardez les grands prix de transparence, regardez, nous on ne parle que des vainqueurs et que des nommés, d'accord? Écoutez, ce qui est bien, c'est allez voir le boulot qu'ils font. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a toute une masse de groupes qui se conduisent comme ça. Ça vous permet de voir comment se comportent les autres. Donc vous verrez bien la différence. Et nous, je reviens sur le sujet que vous disiez tout à l'heure, mais j'ai quand même le sentiment, effectivement, pour moi peut-être en tant qu'investisseur, ou les investisseurs potentiels qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui, que le sujet de la comparabilité de l'information, il est de plus en plus important, avoir les mêmes indicateurs, avoir la capacité de pouvoir comparer, regarder les mêmes indicateurs entre deux sociétés. Oui. Est-ce que ça, c'est pas le premier des sujets finalement aujourd'hui? Ça fait partie des sujets importants. Oui, il est déterminant, mais à la condition que ce que vous comparez soit clair. S'il y en a un des deux qui n'est pas clair du tout ou qui n'est pas illustré, ça sera comparable, mais très difficilement. Voilà. Donc encore une fois, oui, la comparabilité est absolument nécessaire. Donc voilà, c'est un travail tous les jours. Mais c'est vrai que l'avantage d'avoir des awards et des prix et des critères, c'est qu'une fois que vous avez le critère, vous avez le point si vous illustrez cette partie-là. Tous ceux qui n'illustrent pas n'ont pas le point. Donc je veux dire, c'est une démarche proactive pour faire en sorte que les gens se rendent comparables. Mais en tout cas, ce qu'on retient là-dessus, c'est que si ce n'est pas clair, c'est l'expression quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. En l'occurrence, c'est complètement ça. 100% d'accord. Il n'y a rien qui doit être complexe. Si vous êtes vraiment un expert qui avait besoin d'informations, c'est du détail, donc vous avez besoin, pas de complexité. Donc, moi, je viens de nulle part. Je suis un sportif de haut niveau, je n'ai pas fait d'études, et j'ai réussi simplement en disant ça à des grands groupes du CAC 40. Je leur ai dit, écoutez, si moi je ne comprends pas, c'est nul. Et ça a marché. C'est-à-dire que, si vous voulez, donc ce n'est pas des experts qui parlent à des experts. Il faut simplement s'adresser aux gens. Moi, je me suis comporté comme un enfant. Si je ne comprends pas votre truc, il est nul. Et ce qui est dingue, c'est d'être capable. Ça a fonctionné alors que ce n'était pas du tout à la même taille, ni le même statut.
bah, ça a marché. Mais c'est très intéressant pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui, parce que c'est vrai que parfois, quand on va dans une entreprise ou qu'on cherche une information, on a le sentiment d'être un peu bête parfois, Jamais, voilà. devant des tableaux, devant des graphiques, devant effectivement des anglicismes. Et donc, c'est aussi un sujet de se dire, il ne faut pas complexer d'une certaine manière. Sûrement pas, c'est même l'inverse. Ouais. Si on ne comprend pas, l'imbécile, c'est celui qui a écrit. Parce que quand on fait cette information-là, c'est pour qu'elle soit perçue. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas, c'est l'auteur qui est un imbécile, c'est pas vous qui êtes un imbécile. Bon, allez, un petit mot pour terminer sur l'extra-financier, parce qu'on a beaucoup parlé de financier en l'occurrence, et vous, effectivement, vous expliquez notamment les sujets environnementaux, mais pas que. Est-ce qu'aujourd'hui, ces sujets de transparence, d'une certaine manière, on doit les appliquer de plus en plus sur les sujets environnementaux, sur les sujets de gouvernance, sur les sujets sociétaux, sociaux à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce que ça commence à prendre aussi un petit peu? C'est même l'essentiel des sujets actuels. Oui. La transparence d'informations financières, pardon, mais elle existe depuis que les IFRS existent, les US GAAP aux États-Unis existent. Franchement, mais le véritable enjeu des entreprises aujourd'hui, c'est comment réussir à rendre clair tout ce qui est autour de l'information financière, que l'on appelait information extra-financière, qui dans très peu de temps va intégrer la finance. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que ça va être de moins en moins extra-financier. Exactement. Et donc là, on parle de ESG parce que c'est vrai que ça a toutes les raisons de rentrer dans les PNL des entreprises. Donc oui, c'est un sujet majeur. Ce qui est intéressant, nous qui avons vraiment les grands groupes français, pour certains d'entre eux et américains aussi, donc les sujets ne sont pas les mêmes. Donc il y a des problèmes quasiment géopolitiques. On se rend compte qu'aux États-Unis, c'est plus le social, en France, c'est plus l'environnement. D'accord. Ça, c'est effectivement, c'est la question que j'allais vous poser, mais en l'occurrence avec les deux pieds européens et américains que vous pouvez avoir chez Labrador, comment est-ce que vous regardez effectivement les choses? Est-ce que nous, en bon français, comment est-ce qu'on se situe justement d'ailleurs? Est-ce qu'on est plutôt en avance sur ces sujets de transparence extra-financière? Oui. Comment est-ce qu'on... On l'est clairement parce que la régulation, pardon, je vais interrompre, mais la régulation européenne et française est en avance sur la régulation américaine, qui a quand même pendant un certain président a plutôt dérégulé, c'est une logique de liberté, et alors qu'on continue à réguler en Europe et en France. Donc oui, il y a naturellement des contraintes supérieures, donc une information plus précise en France et en Europe, oui, il n'y a pas de doute, pas sur tous les sujets. Celui de la rémunération, aux États-Unis, où les mondes anglo-saxons sont les protestants, ils n'ont aucun problème sur la clarté de la rémunération, c'est historique. Donc voilà. Je vous dirais que l'hystérie aux États-Unis actuellement, j'emploie le mot à dessein, c'est sur tout ce qui est les minorités, l'information sur les minorités, l'information sur le handicap. C'est très très impressionnant de voir cette sociale, entre guillemets. C'est un jeu politique aussi. Il y a vraiment un jeu démocrate-républicain, on le voit vraiment dans une espèce d'hystérie, de besoin d'avoir une information précise, de laver le plus lent sur ces sujets sociaux. Nous, c'est des sujets qui ont été traités quand même il y a un certain temps. D'accord, la gouvernance, les rémunérations, le social l'est naturellement chez nous, mais pas sur exactement sujet de genre et de minorité, un peu moins. En revanche, l'incroyable bascule en France et en Europe, c'est sur les sujets environnementaux. Changement de business model, comment on va faire pour informer sur ce que l'on fait, quel type d'investissement, quel retour sur investissement, il y a du boulot. Et parce que les investisseurs français et européens peut-être ont aussi compris que la performance de l'entreprise, elle se jouait aussi désormais sur des sujets qui étaient au-delà de la rémunération de leurs actions, de leurs investissements. Oui, il n'y a pas de doute. Alors bien sûr, c'est un peu comme le bio, tout le monde a compris, mais il y a quand même peu de gens qui le consomment. Il faut reconnaître que l'intérêt pour l'investisseur reste quand même patent. Mais on se rend compte, on bosse beaucoup avec BlackRock, qu'eux-mêmes disent qu'ils sont submergés de demandes de sens de leurs investisseurs. Donc il y a véritablement, c'est le mot de Giorgio Cirelli, un tsunami qui arrive actuellement. Donc oui, le monde qui arrive, ça n'aura plus rien à voir avec celui passé. C'est-à-dire que les comptes ne vont plus suffire. Il faudra absolument... Puis les risques de réputation. Aujourd'hui, avoir un risque sur une information de mauvaise qualité, sur des sujets sociaux, des sujets environnementaux, de gouvernance, de rémunération, les risques sont... Et donc de transparence. Bien évidemment. Les risques sont très forts. Un petit mot avant de se quitter, j'avais quand même envie de vous poser une toute petite question d'actualité. On a vu là de plus en plus de levées de boucliers, notamment autour des rémunérations de dirigeants considérées comme, j'allais dire, excessives. Quel regard justement vous portez là-dessus sur, d'une certaine manière, ces polémiques, parce que ça a été des polémiques, c'était des sujets d'actualité qui ont été portés là au cours de ce premier semestre 2023. Quel regard vous portez aujourd'hui là-dessus? Et effectivement, vous le disiez très justement, est-ce qu'on aurait les mêmes sujets aux États-Unis? Parce que ça
à toucher l'opinion publique, mais aussi certains investisseurs au sein même des entreprises. C'est vrai. C'est vrai. Alors, donc, aux États-Unis, les sujets ne sont pas les mêmes. Le rapport à l'argent n'a strictement rien à voir. Ces sujets-là, c'est pour cette raison qu'on met en place une académie. D'accord. On passe uniquement les prix, qui vont continuer évidemment, mais on met en place une académie. Parce qu'on a des sujets de compréhension de la transparence beaucoup plus profonde que simplement des critères de la transparence. Ce dont vous me parlez, si vous voulez, c'est moral. C'est moral. C'est-à-dire qu'en clair, on peut toujours juger que le montant de la rémunération d'un dirigeant est trop important. Ça, c'est l'opinion de chacun. Nous, jamais on va aller là-dessus. Je vais vous dire une chose, on s'est occupé de la rémunération, la présence de la rémunération de Carlos Ghosn pendant des années. Maintenant, c'est un paria, etc. Personne n'a jamais reproché quoi que ce soit sur ce que Carlos Ghosn indiquait comme rémunération. Après, quand on lui reproche de trop gagner d'argent parce qu'il dirigeait 3 boîtes, ça, c'est la vie de chacun. Et puis, effectivement, il faut dissocier le sujet de la performance d'entreprise du sujet moral. À partir du moment où vous avez une rémunération qui est basée sur une performance d'entreprise, qui est écrite dans ces données réglementées, certifiées, elle est annoncée à l'avance. Les bonus sont annoncés à l'avance. Donc, au moment où les bonus sortent, c'est trop tard. On ne peut pas le lui reprocher juridiquement, la personne, c'était simplement prévu, c'était son contrat. Et vous comprenez bien qu'on ne peut pas revenir en arrière. Qu'il y ait un sujet moral de pouvoir gagner autant d'argent en fonction de la performance de l'entreprise, ça, on peut même le légiférer demain, ce n'est pas mon sujet. Bon, pour Labrador, c'est quoi là les enjeux des 25 prochaines années justement Vous parliez d'intelligence artificielle tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie là, des bouleversements qui vont arriver? Comment vous allez vous en saisir justement? Ça fait 2 ans qu'on travaille déjà dessus pour savoir en quoi elle peut, nous aider, bien sûr, et 2, quel est le risque. Oui, forcément. Donc nous aider, c'est-à-dire faire en sorte qu'un investisseur qui cherche de l'information le fasse via un outil d'intelligence artificielle pour avoir une synthèse de qualité. Et là, pour le coup, sélectionner l'information réglementée servira, parce qu'autrement, vous pourrez avoir une information qui ne sera pas fiable. Et donc, comment extraire cette information rapidement et que la qualité soit bonne, ça, on travaille dessus. Les résultats sont assez bons, du moins avec les boîtes qui sont claires. Ça, c'est un véritable enjeu d'avenir. Il y en a de nombreux quand même, mais c'est clair que la technologie et les moyens d'accéder à l'information, si vous êtes clair, vous retrouverez une information à peu près claire. Donc ça, pour nous, c'est un enjeu. On a le rêve d'être leader mondial, donc là, pour le coup, pour l'instant, on est leader en France et aux US, et on part sur l'Asie, on vient d'ouvrir. Donc on a cette volonté-là. Ce que l'on aimerait, c'est être reconnu comme la boîte qui essaye de faire de son mieux pour servir à la confiance des investisseurs. Nous, on ne fait que ça. L'investisseur, s'il a confiance dans l'information, on se dit, on a fait du bon boulot. Voilà. Bon, et ben c'est plutôt... Donc l'Académie va l'aider. Et effectivement, c'est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup Laurent Rouillez. On rappelle votre ouvrage, le titre? L'information va être libre. Aux éditions Labrador. On a fait simple, on est resté chez nous. Eh bien c'est très bien, une bonne chose aussi en interne. Merci beaucoup en tout cas, président de Labrador, Laurent Rouillez, d'être venu avec nous voir aujourd'hui dans ces rencontres Bourse au Live sur Boursorama.